Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Deux invités qui arrivent. Il y a beaucoup de monde, hein? 90, 87. Ils sont- Bonjour Hervé. Bonjour Monique. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est bon. Monique est là. Alors, on a deux invités ce soir. Qui ne devraient pas tarder. Je ne les vois pas encore. Hervé, je suis là. Ah, ça y est, parfait. Voilà. Donc, Madame Nicolatine, qui est présidente de l'université Sigmund Freud à Paris. Ça sera elle l'invitée principale aujourd'hui, puisqu'elle est spécialiste de Jung. Et puis, on attend Jean Audin, qui est en train de se connecter et qui va arriver aussi. Voilà. On attend quelques minutes et après on commence. Oui, oui, oui. Merci en tout cas, Nicole. Avec plaisir. J'aurais voulu, peut-être, bon, on va attendre que Jean ne Oui. arrive. Hein. Voilà. J'aurais peut-être voulu qu'il commence, lui, parce que j'aime bien interagir. Alors, et lui, comme moi d'ailleurs, on n'est pas vraiment spécialiste de Jung. Non, 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 c'est pas pour Jung. Hein, c'était je pensais qu'il voulait parler des rêves aussi, non? Alors, on va lui poser la question quand il arrive. D'accord. Euh, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que c'est euh, votre vision sur justement l'interprétation des rêves. Parce que, bien sûr on en parle en cours de tout ça, Oui. mais il y a quelques divergences entre Freud et Jung là-dessus. Donc, voilà, ça nous intéressait de, connaître, d'avoir votre avis là-dessus, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment tout à fait complémentaire, mais que Freud et Jung sont Si vous voulez, complémentaires. c'est que on vous laisse intervenir et puis de temps en temps on fait une pause et on permet aux étudiants de poser leurs questions, par exemple. D'accord, ok. Je pensais que Jean Audin allait parler aussi des rêves, et Pas spécialement. pas Non. spécialement. D'accord. Et vous non plus, Hervé, vous Enfin, ne... moi, je peux en dire quelques mots, mais ils sont tous au courant de ce que je pense. D'accord. Donc ça ferait un peu redite, mais bon, si on résume, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, mais ça sera aussi valable pour Jung, que c'est des éléments très importants dans la thérapie analytique. Mhm. Voilà. Euh, Là, si vous me dites si je me trompe, hein, mais là, le point de divergence, en fait, c'est la place dans ces rêves, par exemple de l'inconscient collectif, et par exemple, euh, zut, le mot m'échappe. Euh, Alors, oui, ben, la grande différence entre Freud et Jung, c'est que Freud pensait que tout venait d'un refoulement, oui, notamment de la libido, oui, et que effectivement les rêves étaient une voie de dégagement mm, par rapport effectivement à ce refoulement. mm, Et Jung a eu envie, dans son processus d'individuation, à mon sens, parce que Freud et Jung sont, comme je vous disais tout à l'heure, à mon sens, extrêmement complémentaires. Je pense que les écoles ont voulu les séparer, mais eux-mêmes ont vécu un conflit pour plus d'harmonie, à mon avis.
à savoir que Jung a vraiment créé son processus d'individuation en se séparant de Freud. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé à élaborer ses propres idées sur une théorie qu'il a voulu élaborer de manière plus profonde, et notamment le processus d'individuation. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard par rapport au rêve, parce que on ne peut pas. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Jung, c'est que tout est interdépendant aussi. C'est-à-dire que ces idées ont découlé, les premières recherches ont aidé à élaborer d'autres recherches, qui encore d'autres recherches. Et il y a un continuum. Et c'est un continuum de conscience qui est assez intéressant, je trouve. D'accord. Voilà. Et donc le rêve pour Jung, c'est en fait c'est plutôt une idée de retrouver une harmonie. Et c'est plutôt, en fait, le rêve va venir compenser les frustrations, en fait, d'un ego. Et donc il y a une tentative, en tous les cas, de compensation Mhm. et d'harmonisation. Dans ma vision basique à moi, jungienne, Oui. ah voilà, Jean Audin nous rejoint. Jean Audin, professeur de psychiatrie et chef de service à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. On s'est permis de commencer quelques minutes avant toi, avant que tu arrives. Hein. J'ai dit qu'il faut qu'il active son micro s'il attend pas. Par contre, il faut que tu actives ton micro chaque fois que tu veux. Un tout petit résumé, si possible. Bonjour, Bonjour. C'est Nicole qui a commencé. Hein. Donc, ben, en quelques mots, si vous pouvez nous redire un petit peu, que Jean soit au courant de ce qui a été dit, quoi. Oui, bien sûr. Jean, mais bien sûr tous les participants que je salue et à qui je dis bonsoir. Alors, je ne sais pas combien nous sommes, mais peut-être Hervé, vous savez. 130 à peu près, un petit peu moins. Ah, magnifique, parfait. Et donc, je voulais dire, Jean, que les écoles ont séparé et ont mis en dualité Freud et Jung, ce qui pour moi est une erreur, hein, parce que je pense que leurs œuvres sont totalement complémentaires et que Jung a commencé son processus d'individuation, cher à son cœur, hein, puisque c'est quand même aussi la théorie principale qu'il a développée tout au long de sa vie, en se séparant de Jung, mais pour plus d'individuation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une séparation qui a été extrêmement riche pour lui, même si au début ça a été compliqué. Mais il s'est rendu compte ensuite qu'il avait pris son envol et qu'il avait pu développer une théorie, à mon sens, extrêmement complémentaire. Merci. Voilà. Voilà. Et donc j'aime bien, moi, quand j'enseigne justement Jung, j'aime bien réconcilier ces deux auteurs, ces deux chercheurs, hein, on va dire, hein, ces deux chercheurs, parce que je pense qu'on est un peu fatigué des guerres des écoles et on a vraiment envie de coopérer, hein, ensemble. Alors, ce que je disais au tout début de mon propos, c'est que autant Freud a parlé d'un refoulement par rapport au rêve, mais ça tout le monde connaît la théorie freudienne en disant que le rêve était un refoulement de nos pulsions libidinales. Et donc, en fait, il vivait ça comme une voie, il proposait en tous les cas comme une voie le rêve comme une voie de dégagement. Mm. Alors que Jung, lui, pense plutôt que nous recherchons, en règle générale, une harmonie et que le rêve avait une fonction compensatrice. C'est-à-dire qu'en fait, nous tentons de retrouver un sens en fait au rêve en compensant les frustrations et ce que nous avons pu refouler par mécanisme de défense. Alors bon,
comme vous le voyez, on peut vraiment, regarder, avoir ces deux regards, hein, mais qui ne sont, à mon sens, pas antinomiques. Voilà. Est-ce que vous avez, Jean, est-ce que vous avez une question par rapport à ce début de propos? C'est juste un commentaire. Simplement, je suis entièrement d'accord avec vous et je suis bien d'accord sur le fait que les querelles d'école entre les Jungiens et les Freudiens, ce sont des querelles d'école purement académiques et qui ne tiennent pas compte finalement ni de la pratique, ni des perspectives ouvertes par les deux, certainement complémentaires. Et je le dis d'autant plus volontiers que moi je suis plutôt analyste existentiel, fait de formation, c'est à la fois formé par la psychanalyse et par la phénoménologie, et donc la perspective jungienne chez Minzanger et chez Bleuler, en fait, est quelque chose de fondamental pour comprendre aussi les rêves d'une façon positive, pas simplement du point de vue de la négation, du refoulement. Absolument. Absolument. Et je suis très contente que vous parliez de l'analyse existentielle, qui est quand même une approche à laquelle je tiens beaucoup aussi, parce que je la trouve, justement, elle crée du mouvement dans la conscience, et un mouvement de conscience qui, à mon sens, est profondément basique et essentiel, hein, c'est le cas de le dire, et essentiel dans notre approche pratique. C'est-à-dire comment aider nos patients à donner du sens, alors autant à leurs rêves, mais qu'à leur existence. Euh, et je pense vraiment que les deux ont tenté de donner du sens, parce que Freud aussi avait tenté de donner du sens en termes en termes de voie de dégagement pour le rêve. Et Jung a vraiment aussi proposé de donner du sens par le rêve, encore une fois, en compensant par cette loi de compensation qui est une loi, à mon sens, universelle. Nous tentons à chaque fois de compenser. Oui. Mm. Est-ce que on peut penser que donc ces deux interprétations euh, puissent être compatibles? Je le crois vraiment. Je crois vraiment parce que je crois vraiment que Freud propose de consolider le moi, c'est-à-dire qu'il y ait un moi fort. Et je pense que ça, c'est très important en termes de psychopathologie. Nous avons aussi la responsabilité d'aider le patient à avoir un moi fort, sortir des mécanismes de défense très archaïques pour grandir en termes de mécanismes de défense. Et donc, avec un moi fort, on peut aller alors tranquillement, je crois, vers plus d'universalité et vers plus de spiritualité. Parce que peut-être, on va dire, le point faible de Jung pourrait être que si le moi n'est pas assez fort, il pourrait y avoir une envolée, une fuite dans une certaine spiritualité qui pourrait peut-être même faire décompenser les patients. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Hervé? Oui, oui. Alors, c'est quand je vous écoute, c'est une petite révolution pour moi. Donc, il Ah, va bah, je suis contente alors. va falloir un peu de temps pour, pour digérer tout ça. Euh, et Est-ce donc, que vous... je vais peut-être Pardon. avoir des questions qui vont vous sembler un peu, peut-être même agressives, peut-être, je sais pas. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Par exemple, comment concevoir, euh, selon Jung, sa version des rêves, avec le fait que les processus qui sont à l'œuvre dans les mécanismes du rêve euh, tendent à, à ce que le sujet ne reconnaisse pas en fait l'objet initial. Oui, tout est fait pour maquiller cet objet initial. Alors, je ne sais pas si c'est pour maquiller. Moi, je me demande si ça n'est pas pour élargir le cadre de référence,
pour avoir une vision plus large. Est-ce que ça pourrait faire écho? Regarde, moi, c'est ma sensation. Jung a eu vraiment envie d'élargir à l'inconscient collectif, bien évidemment, en disant que l'inconscient personnel, bien sûr, il était important de l'aborder et de pouvoir l'analyser, mais qu'on rétrécissait l'être humain au niveau personnel et non pas dans son aspect plus universel. Et en cela, je crois qu'il est très actuel, hein. Je pense que aujourd'hui, on peut de plus en plus poser un regard plus grand sur qui nous sommes. Et c'est ce qu'il a eu envie de faire en abordant les archétypes, en abordant et de voir comment en fait cette interdépendance dans les rêves, cette interdépendance de l'inconscient collectif va nous toucher, qu'on le veuille ou pas. Je continue à me faire l'avocat du diable, hein. Oui, allez-y, ça me passionne. Et là, je vais répéter un petit peu ce que je dis aux étudiants habituellement, c'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui remettre en question l'existence d'un inconscient collectif. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où ça peut peut-être se disputer encore un peu, c'est sur le mode de transmission de cet inconscient collectif. Mm. Chez Freud, principalement, la transmission se fait du vivant du sujet avec ses ascendants, donc d'inconscient à inconscient. Et chez Jung, sauf erreur de ma part, il met en avant le fait que cet inconscient, de toute façon, préexiste lorsque l'individu arrive au monde. C'est-à-dire pour Jung, il arrive avec une somme de données qui sont des données plus universelles, hein, c'est-à-dire au fond, l'individu arrive avec, oui, la transgénération dans son ADN, même, hein, on dirait même au niveau physique, hein, mais aussi avec une part de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, à chaque fois, c'est un peu plus large. Oui, Hervé. Ça peut pas se concevoir par une transmission génétique, tout simplement. Absolument. Je pense que oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que dit Jung, et moi ce qui me touche personnellement par rapport à Jung, c'est que il dit oui, votre histoire est importante parce que vous allez évoluer avec votre histoire, mais vous n'êtes pas votre histoire. Et c'est ça, moi, qui me touche beaucoup, c'est-à-dire que il pense que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement plus grands que notre histoire. Et ça, c'est ce processus d'individuation. Et donc, pour revenir aux rêves, en fait, à chaque fois, les rêves, pour lui, seraient une tentative de percevoir qui nous sommes vraiment, en laissant de côté toute la structure défensive de l'ego, du moi, hein, parce que lui, en fait, au niveau sémantique, hein, l'ego, c'est le moi, et qui nous sommes, c'est le soi, hein. Et le processus d'individuation, qui peut durer toute une vie, voire plus, c'est fondamentalement à chaque fois de mieux se connaître et de mieux se réaliser, que nous puissions nous réaliser toujours un peu plus. Voilà. Et donc, comme je vous disais, il me semble que ça n'est pas antinomique. Mais continuez à me poser des questions, ça me... Là, ce qui me vient, c'est pas une question, c'est plutôt une confirmation de ce que vous dites. Oui. C'est que on a l'impression que les phases de développement de l'individu, entre la naissance et l'âge adulte, par exemple, reprennent en fait la succession historique du développement de l'espèce humaine, quoi. Absolument. Ça, effectivement, ça a l'air d'aller dans ce sens-là.
absolument, absolument. On peut le retrouver vraiment, on peut retrouver effectivement au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau universel, dans les trois dimensions qui, à mon sens, sont interdépendantes. Hein. Et donc, oui, vous confirmez effectivement que le petit individu, enfin, le petit homme, n'arrive pas qu'avec une transmission transgénérationnelle. Et en même temps, il reste unique, et en même temps, c'est effectivement ce que propose Jung à chaque fois, c'est que malgré toutes ces mémoires, il va avoir cette intuition de qui il est dans sa singularité. Et le processus d'individuation va faire en sorte qu'il va à chaque fois nourrir cette singularité pour exister de manière plus cohérente avec qui il est. Et le rêve, à chaque fois, c'est une tentative, en tous les cas une invitation à mieux connaître cette singularité. Alors, le point commun aussi, c'est que effectivement, ce contenu-là, le contenu des rêves, euh, vient de l'inconscient. Donc, dans tous les cas, effectivement, c'est une façon de mieux se connaître, d'apprendre à se Ah, connaître. exactement. Exactement. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup chez Jung qui dit si vous ne connaissez pas votre inconscient, il s'impose à vous comme un destin. Bien sûr, bien sûr. Et c'est tellement Et juste. c'est lui qui vous commande, en fait. Voilà. Il s'impose à vous comme un destin. Et souvent, les personnes pensent que c'est leur destinée. Mais elles ne se rendent pas compte effectivement de cette responsabilité en observant les événements ou même les rêves, que c'est elles qui créent les rêves. C'est elles qui créent leurs rêves, bien sûr, mais c'est elles qui créent aussi ce qu'on appelle le destin, leur destinée. Ma vision de Jung euh, me donne l'impression d'une troisième voie de transmission, c'est-à-dire bon, la voie génétique, la voie, je dirais, purement freudienne, c'est-à-dire d'inconscient à inconscient. Mhm. Et j'ai l'impression que chez Jung, il y a une troisième voie, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui pourrait expliquer également cette transmission. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que effectivement, il y a l'inconscient collectif. Et Jung part enfin, par rapport à son vécu, hein, et je crois qu'il a vécu ce qu'on appelle aujourd'hui des ennemis, hein, c'est-à-dire qu'il a vécu une expérience proche de la mort, hein, de mort imminente. Et donc, son vécu l'a beaucoup influencé, évidemment, sur la notion d'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que nous étions tous reliés euh, par une énergie commune, hein, qui fait que nous ne faisons qu'un. Et là, cette unité, en fait, a montré que cette troisième dimension dont vous parlez, elle est complémentaire, encore une fois, aux dimensions physiques et psychologiques. Mais les trois sont interdépendantes, pour moi. Elles ne sont pas séparées, ces trois dimensions. Comment le physique va influencer le psychologique, comment le psychologique va-t-il influencer le physique, et comment l'universel, et en tous les cas l'inconscient collectif, va nous toucher et va venir toucher notre psychologique et notre corps. Vous voyez l'interdépendance dans la... Un Dans peu. la... Un peu. Euh, on, on laisse un petit moment, un temps pour les questions, si vous en avez. Oui, et Jean, peut-être a peut-être des questions aussi. Oui, c'était question, peut-être un commentaire en fait. Moi, dans ma tête, il y a aussi l'œuvre de Binswanger, Le rêve et l'existence, Oui. où par exemple, il commence à analyser la question du rêve sous l'aspect de direction de l'existence.
et où ces questions de direction de l'existence sont très liées à une dimension en fait mythique qui pour moi se rapproche de façon très proche de l'inconscient collectif tel que je l'imagine chez Jung. Je connais très mal Jung. Je me souviens d'avoir lu, quand je fais une petite incidente, d'avoir lu des textes de Jung et des illustrations de mandalas, des trucs comme ça, quand j'étais très jeune, baba, et très imprégné de cette culture. Souvent, à ce moment-là, ça semblait proposer une symbolique au rêve qui vaudrait pour tout le monde. Et il ne me semble pas que ce soit tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce que vous nous dites dans le lien entre la singularité, justement, de l'existence de chacun, et cette façon de le reprendre à notre propre compte, notre propre destin, en nous saisissant des directions qui caractérisent notre propre existence, c'est un peu l'intérêt de Jung, ce qui n'a finalement rien à voir avec la symbolique qu'on lui prête, comme s'il y avait des mythes dans l'inconscient collectif, dont l'interprétation voudrait pour tout le monde. C'est à chaque fois quelque chose de singulier. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Voilà. Non, non, non. Par exemple, le vol, le fait de voler, c'est quand même une direction de l'existence humaine. La chute est une direction de l'existence humaine. Alors, je pense bien sûr à Binewanger dans ce sens-là. Bien sûr. Je crois qu'il y a, on trouve chez Jung quelque chose de la dimension existentielle du soi, telle qu'elle peut être reprise comme dans une perspective spirituelle, mais pas dans une Ah, éducative habituellement. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas, il s'agit pas de, je caricature, je plaisante un peu, d'atelier maçonnique ou de. Il ne s'agit pas de reprendre l'anima ou l'animus, etc., en disant ouais, on est tous un petit peu homme, un petit peu femme. C'est des conneries, tout ça. C'est pas ça du tout dont il parle. Et il me semble que ce que vous apportez dans cette idée de, par exemple, de compensation ou de destin, c'est une dimension toute particulière de la lecture de l'inconscient qui n'est pas réductrice. Au fond, ce qu'on peut reprocher à l'inconscient tel que Freud l'expose, c'est une certaine dimension un peu réductrice si on voit les explications qu'il donne comme des explications et pas comme une question de style. voilà, absolument, absolument. Oui, et en fait, tout se rejoint, hein. Et c'est pour ça que j'aime bien les complémentarités aussi bien de l'approche existentielle que de Jung, tout se rejoint. Alors, Jung, en fait, par rapport aux images archétypales, il a écrit, enfin, il a fait un livre que vous connaissez probablement parce qu'il est très connu, qui est le Livre rouge, avec justement l'expression à travers le dessin, à travers les symboles, les mandalas, l'expression de l'ombre, de la lumière, bon, cher aussi à sa théorie d'ombre et de lumière. Et donc, il a pu exprimer par l'art aussi et par ses dessins qui lui sont tout personnels. Et ça, il le revendique. C'est ça qui est intéressant. En même temps, ça lui est personnel et en même temps, il se pose la question d'un inconscient collectif dû aux archétypes. C'est-à-dire comment, effectivement, ces archétypes, nous les partageons de manière plus ou moins forte, mais notamment pour les psychotiques. Alors, vous connaissez bien, mais les psychotiques, dans leur cauchemar, vont attraper de manière, parce qu'ils n'ont plus aucun filtre, enfin, je ne vais pas vous, mais ils n'ont pas le filtre, et donc ils vont capter les images d'un inconscient collectif absolument effrayant. Et donc, enfin, voilà, on pourrait expliquer aussi par cet inconscient collectif comment les psychotiques vont traduire ces archétypes. Je ne sais pas, je pense que vous avez pu observer ça en tant que psychiatre. Absolument.
il me semble que ce sont des questions qui se posent, par exemple, lorsqu'on compare la naissance du délire, je parle bien de sa naissance, Mhm. de son début, et la perspective jungienne des archétypes et des rêves. Il me semble que, quelque part, l'interprétation un peu universelle que l'on peut en faire est la même. C'est pas moi qui le dis, je dirais que je pense par exemple à la façon dont Grivois aborde la psychose débutante. Mhm. Il l'aborde avec cette idée que lorsqu'on a cette chance d'assister à une psychose qui commence, quelque chose qui est bon pour la personne, c'est de lui dire que ce qu'il est en train de vivre a du sens pour l'espèce humaine tout entière et que ce n'est pas dénué de sens, que c'est au contraire Exactement. la prise de conscience de quelque chose d'archétypal, et par exemple de menace fondamentale euh, pour la vie. Mhm. Et ce qui est en question, c'est la naissance du vivre. Absolument. Absolument. Et là, il y a un exemple que Jung dit et que j'aime beaucoup par rapport au psychotique. Jung parle d'un patient psychotique qui un jour lui dit, mais tu sais, moi, dans mes rêves, je vois le soleil avec un phallus. Et Jung dit, bon, c'est un peu du délire, effectivement. Et il répète, c'est en fait un rêve qui est assez répétitif pour ce patient. Et un jour, ben, Jung, dans ses recherches, va voir les dernières recherches d'astrophysiciens et il voit avec, euh, avec merveille, en fait, que eh bien, les astrophysiciens envisagent le Soleil avec euh, une espèce d'extrapolation qui semble être comme un phallus. Et là, bah, il va voir son patient et lui dit, mais vous aviez raison, vous aviez raison. En fait, votre idée, et là, on est vraiment dans la captation d'un archétype aussi qui est le soleil. Et ça a été extrêmement rassurant pour ce patient psychiatrique, effectivement. Donc, ça va complètement dans le sens que vous proposez. Il y a une question de Stéphanie. Oui, Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste un témoignage de ce qui s'est vécu ici et de ce que j'ai pu, en- entre guillemets, théoriser. Je connais pas trop, enfin, j'ai entendu parler de Jung un peu sur YouTube et tout ça, mais voilà, Mm. voilà, j'ai pas vraiment de connaissances là-dessus. Euh, Ici, ce qui s'est vécu, c'est que, enfin, ce que ça m'a donné l'impression dans le processus d'individuation et tout ça, dans les expériences, c'est que il y a une seule et même énergie que nous sommes tous, et cette énergie m'a fait penser au phénomène de miroir, Mhm. c'est-à-dire que elle aurait besoin, elle est seule, c'est comme si elle était seule, mais pour qu'elle puisse se voir, elle a besoin de se différencier, de faire un multiforme comme un jeu de Lego, ni plus. Mhm. Et tout serait, en fait, on est tous reliés par cette même énergie, mais qui a plusieurs formes, avec plein d'histoires, mais tout est cela, en fait. Et c'est fait exprès. La différence existe pour que, à un moment donné, elles se reconnaissent, en fait. Mm. Voilà, c'est tout un. Et ça passe par, chez l'être humain, par des différences culturelles, mais aussi. Enfin, en fait, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que cet inconscient collectif, c'est aussi cette énergie, en fait. Et qui se. Enfin, et d'ailleurs, j'ai pensé à Freud qui a appelé cette énergie ça. Mhm. Euh, Aussi. Bien souvent, les personnes qui vivent ce genre d'expérience ressentent, enfin, et je l'ai vécu aussi, on ressent pleinement qu'on est comme, enfin, c'est difficile à décrire, mais
ça fait tout seul. C'est comme si Mm. on était télécommandé quelque part et ça fait, c'est vraiment, c'est des expériences, hein, mais ça dure pas, heureusement, mais on comprend que les choses se font toutes seules sans que ça passe par une réflexion, un mental ou quoi que ce soit. Et Mm. le corps aussi, en fait, enfin, voilà. Et, Mm. j'arrive, enfin, pour moi, du coup, je me suis demandé si on n'avait pas eu tendance à s'approprier l'inconscient, c'est-à-dire à l'individualiser, à dire mon inconscient, mais comment on peut s'approprier l'inconscient, dire que inconsciemment, cette personne, elle a fait ceci ou elle a dit cela. Comment on peut approprier l'inconscient à un individu? En fait, c'est Mm. ma question. Comment on peut l'approprier alors que, enfin, on n'a pas la preuve que c'est vraiment approprié. Enfin, je veux dire, oui, par rapport à l'histoire de l'individu, on va y trouver du sens, mais ça va être une histoire encore. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Alors, pour il y moi, a beaucoup de... ça Pardon. reste cette Il y a énergie beaucoup... qui s'amuse, quoi. Mm. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais alors peut-être bien distinguer l'individualisation du processus d'individuation. C'est-à-dire que l'individualisation est une réaction à la fusion primordiale, hein, au niveau psychologique. Là, on rejoint vraiment beaucoup Freud. Donc, c'est une réaction pour sortir de la fusion, et c'est tout à fait salvateur, hein, c'est tout à fait défensif, mais salvateur, mais en même temps, c'est réactionnel. Le processus d'individuation, c'est la connaissance, et vous avez raison, c'est aussi la connaissance de soi avec, en, je veux dire, en miroir, vous avez raison aussi, des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce qui ne me ressemble pas dans les autres. Par quoi je suis touchée ou par quoi je ne suis pas touchée parce que ça ne me parle pas. Donc, vous voyez, c'est aussi cette connaissance. Donc, dans ce que vous dites, c'est ce que j'ai cru percevoir. Et on retrouve tout ça dans les rêves. Bien sûr qu'on va les retrouver dans les rêves. Il y a aussi l'expression de cette individualisation qui peut être aussi extrêmement forte et peut-être voire même violente, hein, quelquefois dans les rêves. Ça, c'est toujours, ça fait partie de l'individualisation. Et puis, il y a le processus d'individuation qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux, on va dire, parce que c'est une partie de nous qui va s'éclairer à partir d'un refoulement de l'inconscient. Et alors la différence aussi entre Freud et Jung, c'est que Freud pensait que l'inconscient était simplement du refoulement de l'ombre, c'est-à-dire que de nos pulsions que nous avons refoulées, etc. Par contre, Jung dit non, oui, il y a l'ombre, évidemment, il y a aussi le ça, il y a aussi le moi, donc ce refoulement, mais il y a aussi le refoulement de qui on est, vraiment, parce qu'on n'a pas eu l'espace pour l'exprimer par rapport à l'éducation que nous avons eue. Voilà, on n'a pas eu une éducation qui a favorisé l'expression de cette singularité de qui on est. Et donc, Jung dit, mais il y a les deux. Hein. Et dans le rêve aussi, il y a une tentative d'expression de ce qu'on a pu refouler dans notre lumière, on va dire, hein, dans qui nous sommes vraiment. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Stéphanie? Oui et non, mais bon, je vais Allez-y, allez-y, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. vous entendez par qui nous sommes vraiment? C'est le soi. Oui. Donc l'unicité. C'est le soi relié aux autres, mais Oui, toujours dans leur singularité. Le soi dans sa singularité. oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr, pardon, c'est une petite incidence, qu'il faille assimiler la subjectivité, la singularité, l'individuation. Le gros risque, c'est qu'en fait, on se perde un petit peu dans des concepts. Le soi, c'est quelque chose qui a un sens existentiel, en fait. Oui.
Absolument, spirituel aussi. absolument. Et absolument. c'est peut-être le grand intérêt que nous pouvons trouver dans cette discussion commune, parce qu'en fait, on peut entendre les choses de tas de façons différentes. Moi, dans votre intervention, c'est Patricia, c'est ça, ou Stéphanie. Stéphanie, oui. Ouais. Malgré tout, Lacanien qui sommeille en moi a entendu le jeu de l'ego, l'apostrophe. Mais évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas entendre. Bien sûr. Mais, mais c'est justement euh, ce saut que l'on fait trop vite de l'idée de l'individuation à l'idée de l'ego, Et qui est non, un saut occidental et qui est une pensée occidentale, en fait, dans laquelle nous sommes pris, qui fait que nous refoulons certainement beaucoup ce que Jung apporte au sens de l'inconscient collectif, qui est peut-être plus facile d'accès dans une pensée orientale, par exemple. oui. Alors, si je peux me permettre, effectivement, c'est pour ça que j'ai insisté sur le discernement entre individualisation, Voilà. qui est en fait la constitution de l'ego, et l'individuation, qui est un processus beaucoup plus naturel dans l'évolution de l'être humain, voire de l'espèce humaine. Oui. Hein. Donc, si on élargit aussi notre regard. Et c'est pour ça que c'est hyper important, à mon sens, de discerner les deux. De les discerner sans les opposer. Et donc, par rapport à cette singularité dont vous parlez, évidemment, cette singularité, elle va être reliée aux autres singularités. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir cette angoisse de dissolution, hein, que l'on peut trouver aussi au niveau pré-psychotique. Donc, il ne va pas y avoir cette angoisse de dissolution parce que, comme Jung le propose, il va y avoir au contraire une complémentarité des singularités sans jamais disparaître. Bon, c'est pour ça que je trouve que la psychopathologie est passionnante quand on l'inclut dans cette vision globale que propose Jung. Alors, on a d'autres questions. Oui, Nick, Oui, bonsoir. Merci bonsoir. pour tous ces apports très intéressants. Et je voudrais revenir sur la différence sur l'interprétation des rêves. Et Oui. je me demandais, alors je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas, si en fait la différence entre Jung et Freud se trouve dans la stratégie d'interprétation, mais que l'objectif est finalement une homéostasie individuelle pour l'homme, et ensuite l'homme dans l'ensemble de cet inconscient collectif, c'est de le faire passer de l'ombre à la lumière. Très juste. C'est D'accord. très juste. C'est tout à Merci. fait juste. Est-ce qu'il y avait une question derrière ou c'était juste un partage C'était de... juste pour être sûr d'avoir compris et de pouvoir résumer cette différence entre les deux, parce que c'est surtout une stratégie d'interprétation. Et au Absolument. final, effectivement, d'accord, merci. Oui. Et ce qu'ils ont aussi en commun, c'est de dire que, évidemment, c'est le rêveur qui va être interprété et qui va donner du sens à ses rêves, hein, et que nous ne faisons, en tous les cas en tant que professionnels, que d'accompagner pour aider à donner du sens. Hein. Mais le rêve appartient au rêveur. On est bien clair là-dessus. Thierry, Oui, bonjour et merci pour toutes ces informations, c'est passionnant. Moi, je reviens sur une phrase de Jung que vous avez citée tout à l'heure, Madame MacNeil, c'est si Oui. vous ne connaissez pas votre inconscient, il s'impose à vous comme un destin. Ça m'a frappé cette phrase. Parce que derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une notion de rêve prémonitoire? Le destin, c'est aussi une espèce de projection dans le futur. Est-ce qu'il y a cette dimension-là ou pas? Et est-ce que c'est pas une façon de se dire que tout nous ramènerait à l'inconscient collectif finalement, quoi qu'on fasse, et quel que soit le rêve, comme si on n'échappait pas finalement à son destin.
Je sais pas, je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais Alors, on n'échappe pas à son inconscient, je ouais. crois, déjà. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est cette notion de responsabilité. C'est-à-dire, vous savez, dans la vision anglo-saxonne de responsabilité, c'est able to respond, c'est-à-dire je suis apte à répondre. Mhm. Et donc, je suis responsable de mes rêves, je suis responsable de ce que je projette, parce qu'on n'a pas parlé de projection, mais évidemment, tout est projection, comme on le sait, au plan psychologique. Donc, on va projeter effectivement des parts de notre inconscient et des parts individuelles et des parts de l'inconscient collectif. Et en même temps, dans cette aptitude à répondre, je pense que nous pouvons vraiment tracer un chemin d'évolution qui me semble tout à fait faire partie de ce processus d'individuation. Parce que, et au plan existentiel aussi, mais Jean pourra nous le confirmer, c'est fondamentalement, euh, no- est-ce que notre vie ne serait pas un processus d'évolution à laquelle on ne pourrait pas échapper et dont les rêves, justement, vont avoir comment dire, le propos du rêve, c'est de nous aider à aller plus loin dans cette évolution. Alors, vous avez parlé aussi de rêves prémonitoires. Mhm. Alors, les rêves prémonitoires, alors là aussi, c'est tout un sujet. Mais le rêve prémonitoire, c'est que, en fait, à mon sens, en tous les cas, mais ça, c'est plus personnel que jungien. Je vais parler un peu plus personnellement. C'est que je pense que, déjà, dans le rêve, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que la notion de temps, et c'est le passé, le présent, le futur sont en même temps. Et à ce moment-là, il me semble que dans la prémonition, le cerveau va faire un petit crochet vers le temps futur, va capter en fait ce qui pourrait se passer comme une option, hein, évidemment, comme une possibilité. C'est pour ça que les rêves prémonitoires, on a aussi, à mon sens, le libre arbitre de pouvoir les transformer, de pouvoir projeter autre chose de nous. Ça n'est pas un destin fixé, hein. On a aussi cette possibilité, si cette prémonition ne nous plaît pas du tout, de pouvoir dire, mais je peux mettre une autre image et je peux projeter autre chose. Et là, on rejoint la notion du libre arbitre, voilà, à laquelle j'adhère complètement. Donc, une certaine liberté aussi. Mais c'est un peu aussi, à mon sens, la notion du déjà vu. Vous savez, quand on est dans du déjà vu aussi, pour moi, c'est le cerveau qui a été dans un temps futur, qui a capté une image, qui est revenu dans le présent et qui dit, bah oui, mais j'ai déjà vu, bah oui. On l'a vu dans un temps différent, où le cerveau, voilà. Donc ça voilà, c'est aussi la connaissance du cerveau aussi qui nous amène à ce genre d'hypothèse. Mhm. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Karine? Une petite incidente concernant le temps. Cette idée Oui, que le temps n'existe pas dans le rêve, dans le rêve. c'est évident. Je, je me souviens d'ailleurs du rêve d'un patient qui révélait particulièrement ce sens-là, parce qu'en fait, il rejouait à l'envers avec son père une partie de billard euh, euh, qu'il gagnait. Mais comme le rêve se jouait à l'envers, finalement, il perdait face à son père. Mhm. Et ça avait ouvert à une discussion avec lui, c'était un patient psychotique, ça avait ouvert une discussion avec lui autour de l'idée qu'il y a quand même un temps mythique, en fait, Mhm. où ce temps mythique qui est circulaire, c'est quelque chose que tous les humains euh, partagent quelque part, mais pas que les humains. Non, pas que les humains, vous avez raison. Et c'est Les euh, animaux. oui,
cette circularité Cette circularité. des mythes, c'est aussi une donnée scientifique Mhm. pour ce qui est de la constitution du temps. Tout à fait. Et la constitution du temps est passionnante, hein. C'est absolument passionnant parce que le bébé ne connaît pas le temps non plus, hein. On sait bien combien on l'adapte au temps, on l'aide à s'adapter au temps et à accepter le temps, mais il me semble, si on rentre dans la théorie du temps, moi qui me passionne aussi, c'est fondamentalement aussi en termes de psychopathologie extrêmement intéressant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une structuration du temps terrestre, eh bien, il y a des fuites. Vous passez dans un temps qui n'existe pas et on sait combien les psychotiques sont hors du temps et ils ont du mal à être à l'heure. D'ailleurs, une manière de les aider, c'est d'être à l'heure, de revenir au temps terrestre. Mais eux ont cette perception de l'heure du temps et c'est ce qui se passe dans le rêve, hein. Le rêve, on ne sait jamais combien de temps on vit un rêve, hein. Et donc, la- combien de temps a duré le rêve, on n'en a pas conscience, en fait, hein. Donc, on est hors du temps. C'est pour ça que je me suis permis aussi de parler des rêves prémonitoires et de dire combien notre cerveau peut aller dans un temps futur et aller capter une possibilité. Et encore une fois, là, ça n'est pas un destin fixé. Karine? Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. Moi, je m'interrogeais sur deux points dans une seule question. C'est est-ce que le rêve jungien permettrait de révéler les différentes sous-parties du moi qui sont constituées en lien avec les blessures de l'âme et du coup seraient exprimées dans les rêves en vision jungienne. Et puis là, le deuxième point, c'est que finalement, est-ce que Jung n'aurait-il pas apporté les prémices de l'hyperstructure en psychopathologie? Parce que ça me fait penser, en fait, Monsieur Faure, le prof de psychopatho, nous avait expliqué schématiquement l'hyperstructure comme une statue avec une ossature métallique recouverte de plâtre sur laquelle il faut aller rechercher les différentes facettes du moi. Et moi, ça me fait penser, la vision jungienne me fait penser à ça, mais peut-être que je me trompe. Et j'aurais souhaité avoir votre avis ainsi que celui du professeur Meudin, puisqu'il est en service psychiatrie également, donc ça me permettrait d'essayer de mieux comprendre. Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que Jung était psychiatre au départ. Donc, effectivement, c'est là où je vous rejoins. Effectivement, il a beaucoup parlé de psychopathologie avec un regard aussi différent, parce qu'il incluait justement cette notion d'inconscient collectif et cette conscience de perméabilité en fait du cerveau, notamment chez les psychotiques, d'un inconscient collectif qu'il percevait, lui, et comme une possibilité aussi de discernement, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient à l'inconscient collectif, qu'est-ce qui m'appartient, hein, et comment discerner, en fait, pour mieux me connaître, hein, et aller un peu plus avant vers la connaissance de qui nous sommes. C'est au travers, si je comprends bien, des rêves qui permettaient de discerner l'inconscient collectif de l'inconscient propre, puisque c'est l'inconscient propre qui fait les rêves et non pas le collectif. Mais pourtant, il peut y avoir un lien. Ah ben, voilà, pour Jung, il y a évidemment un lien. Mais il peut y avoir aussi certains rêves, et ça, il n'était pas, je pense pas qu'il n'était pas dogmatique. Il pouvait aussi y avoir des rêves qui ne s'adressaient que au moi. En fait, que dans la projection, effectivement, de frustration du moi, et avec toujours cette envie de compensation.
hein, en tout cas, ce désir de compensation. Lui, il me semble en tous les cas que, alors je ne le connaissais pas personnellement, bien sûr, mais en tout cas, ce que j'ai pu, moi, ressentir dans ses écrits, c'est qu'il y avait toujours cette recherche d'harmonie. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre qui nous sommes, dans notre soi, nous avons vraiment cette tendance à aller chercher l'harmonie dans la disharmonie. Hein. Donc, à chaque fois, il y avait cet aspect compensateur, hein, dans le rêve. Essayer de compenser justement ce qui n'est pas harmonieux pour aller vers plus d'harmonie. Ah oui, donc la différence avec Freud, c'est que Jung, lui, il voyait quelque chose, une compensation par rapport à une disharmonie qu'il recherchait au travers du rêve. Exactement. Pas Alors, qu'il recherchait, mais qu'il se projetait en tous les cas. projeté à travers du rêve. Alors que Freud, lui, à travers le rêve, il analysait plutôt les mécanismes de défense, les instances, les stades, d'une vision totalement différente de Jung dans l'approche méthodologique. Bah, comme je disais, ce qu'ils ont en commun, c'est quand même la projection. C'est-à-dire que, voilà, tout est projection. Et donc, en fait, dans le rêve, nous projetons soit effectivement les frustrations et la libido au niveau freudien. Donc, ça s'appelle aussi une projection avec des images que l'on va aussi constituer de manière personnelle. Et donc, aussi au niveau jungien, c'est aussi une projection du soi. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment comment faire le pont entre l'ombre et la lumière. Hein. Et non pas les scinder. Oui, plutôt essayer de les racoler et d'accepter cette De phase les, d'expression. en complémentarité, tout simplement. Oui, et comme c'est une complémentarité, ça passe plus facilement dans une phase d'acceptation de dire j'ai de l'ombre et de la lumière en moi, morcelés en plusieurs petits mois, quoi, en sous-parties. En tous les cas, effectivement. Et cette ombre et cette lumière vont se projeter dans les rêves, entre autres. D'accord. Je comprends mieux. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Annie? Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais Bonsoir. intervenir à travers effectivement les différentes interventions qu'il y a pu y avoir. Tout à l'heure, Stéphanie parlait d'énergie un peu justement aussi entre chacun d'entre nous, donc une énergie un peu collective, ou également aussi de rêves prémonitoires et de notions de temps. Ça m'a juste fait penser, en fait, en gros, est-ce qu'on ne peut pas faire le lien avec un peu tout ce qui est théorie quantique? Aussi. Parce qu'aujourd'hui, les physiciens quantiques nous ramènent aussi et font des liens avec les différentes théories psychologiques. Oui, oui, absolument. Et c'est ça qui est passionnant. Les astrophysiciens comme Jean Charron, par exemple, bon, Einstein, n'en parlons pas, mais Jean Charron, par exemple, fait le lien vraiment entre ces théories plutôt psychologiques et l'astrophysique. Bien sûr. Donc, Merci. c'est très juste. Pas de son. Hervé, oui, moi je vous entends. Oui, oui, non, mais il y avait une question, mais je pense que la personne. Il y a Bérénice, Mohamed, qui Ouais, veut. on va passer à Bérénice. Bonsoir Bérénice. Merci, bonsoir Nicole, bonsoir Jean et puis bonsoir Hervé. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais juste apporter un témoignage personnel. Ça fait maintenant 7 ans que je suis en psychanalyse jungienne avec une psychanalyste jungienne et 100% jungienne. Et je voulais revenir justement sur la complémentarité entre Freud et Jung et c'est complètement vrai. J'ai commencé les cours, la formation psychoprate l'année dernière avec le SPP. Et c'est vrai que les premières semaines ont été un peu difficiles parce qu'il a fallu que je switche entre Jung et Freud, mais à l'arrivée, je trouve qu'effectivement, les deux sont très complémentaires. Et en fait, je ne suis absolument pas déçue d'avoir fait cette formation plutôt freudienne parce que ça va me permettre d'avoir un peu c'est les deux approches qui sont très complémentaires. Donc ça, c'était la première chose. Et justement, lors de ma psychanalyse
jungienne, je fais de l'analyse de rêves jungiens. Et justement, j'avais aussi une question pour Hervé ensuite sur justement la récurrence des rêves, parce que je faisais un rêve récurrent. Et un jour, j'en parle donc avec ma psychanalyste et on commence à l'analyser. Et j'ai complètement testé ce que c'était le processus d'individuation à travers ce rêve récurrent. Et d'ailleurs, en l'analysant, en le comprenant, déjà, il s'est arrêté après l'avoir analysé. Et il est réapparu quelques temps plus tard, quand je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate et où je pense que justement, en fait, je n'arrivais pas à prendre le recul. Je me suis retrouvée dans un temps ancien avant ma psychanalyse, où je me suis retrouvée en fait un peu dans mes vieux démons. Et la nuit suivante que ça s'est passé, ce rêve est réapparu et il m'a permis en fait de prendre une décision par rapport à la situation que je vivais. Donc maintenant, je fais très attention à ce rêve. Et effectivement, ce que vous dites sur le rêveur qui donne un sens à son rêve, c'est tout à fait vrai, puisqu'il y en a un autre qui est très récurrent. Et je l'ai analysé une fois. Je pense que je n'ai pas bien fait mon analyse et il revient encore. Donc, je pense que je dois le retravailler. Et justement, pour Monsieur Madej, sur les rêves récurrents, qu'est-ce qu'en pensait Freud? Je pense que ça, ce qu'on peut dire là, c'est que c'est pas spécifique à Freud, parce que si un rêve est récurrent, euh, on évoquait tout à l'heure deux visions, soit la voie d'allègement, soit la recherche d'harmonie. Mais dans les deux cas, on peut dire que si le rêve est récurrent, c'est que la problématique qu'il y a derrière n'est toujours pas réglée, qu'elle a une place importante dans le psychisme, et donc qu'il faut y revenir, soit du côté de l'allègement, soit du côté de cette recherche d'harmonie, en fait. Absolument. On dirait que c'est dans le multiréférentiel, si on prend un peu de gestalt thérapie, on veut dire que la gestalt n'a pas été fermée. C'est-à-dire qu'en fait, la situation n'a pas été complètement approfondie. Et donc, il manque un petit. pour que c'est magnifique au niveau de notre inconscient. Et c'est un guide extraordinaire. Ça a été super. Puis, bon, après, il y a beaucoup de symbolique dans le rêve et tout ça, mais en tout cas, ça a été une vraie révélation à l'interprétation jungienne, vraiment. Enfin, merci. Et merci de confirmer combien Freud et Jung sont complémentaires. Merci beaucoup. Question ici à Aix. Ouais, en présentiel. Sébastien. Moi, je voulais demander aux praticiens que vous êtes, pendant un de vos cours, vous aviez dit que les rêves étaient en voie, pas d'extinction, mais que ça diminuait en fait. Et du coup, je me demandais que toute cette théorie, toute cette pratique autour des rêves, qui est assez puissante au final, ça me fait penser un peu à de l'hypnose, mais presque, c'est apparenté. Ça peut être le devenir de cet outil en fait. Ça me posait moi question en fait, que ça soit orienté Freud ou Jung, en fait les deux sont intéressants, mais c'était un peu le devenir à votre avis de praticien quoi. Si vous m'avez entendu. Oui, oui. Enfin, vous vous adressez à moi ou vous adressez à vous trois? À nous trois. D'accord. Hervé peut répéter la question peut-être parce qu'elle n'était pas. Oui. L'idée que j'avais exprimée dans un cours, c'était que notre culture faisait un petit peu disparaître le symbolisme et que de ce fait, probablement que le rêve également était un matériau, alors on va pas dire en voie de disparition, mais en tout cas un petit peu plus rare quand même qu'auparavant, quoi. Donc la question de Sébastien, c'est comment on va pratiquer maintenant si on n'a plus ce matériel des rêves? Alors, moi, je voudrais juste replacer que je ne suis pas strictement jungienne. Je suis d'inspiration jungienne, mais je dirais que je suis plutôt multiréférentielle, parce que j'aime beaucoup la thérapie existentielle, j'aime bien la gestalt, j'aime bien toutes les thérapies humanistes aussi, tout en étant freudo-jungienne au départ. Donc ces inspirations-là, comme je disais, elles sont plutôt complémentaires. Alors pour moi, ce qui me semble important, c'est
peut-être ne pas s'obsessionnaliser sur le rêve. Je pense que, voilà, peut-être, hein, mais c'est une observation vraiment sans critique, hein, mais il me semble que certaines pratiques jungiennes et purement jungiennes sont assez orientées, peut-être un peu trop, sur l'analyse du rêve. Alors, comme vous le dites, effectivement, Hervé, il me semble que les nouvelles générations, elles changent en termes de psychopathologie. Et peut-être qu'elles s'éloignent un peu du symbole. Mm. C'est sûrement dommage, parce qu'on va plus dans des états limites que vers les névroses, les bonnes névroses de Freud et de Jung d'ailleurs. Rose d'antan. Voilà, les causes d'antan, effectivement. Et donc, peut-être qu'il serait intéressant d'ailleurs que nous revenions au symbole, parce que ça peut être aussi une proposition de faire évoluer la psychopathologie des nouvelles générations. En tous les cas, la structure de personnalité des nouvelles générations. Ça, Alors, dans mon exercice professionnel, si je veux répondre justement, j'ai oublié le prénom, pardon. Sébastien, mais c'est pas grave. Sébastien. Voilà, pour répondre à Sébastien. En fait, c'est vrai que l'analyse des rêves, elle est de plus en plus ponctuelle. Et là, je rejoins Hervé. Dans les consultations, ponctuellement, les personnes arrivent avec un rêve, mais ça n'est pas systématique. On Voilà. fait une autre tentative avec Mohamed. Oui, bonjour, absolument. Ma question, en fait, je rejoignais la première question de Thierry. D'ailleurs, je vous l'ai déjà posée une fois, Hervé. C'était, est-ce que le rêve, parce qu'on parlait aussi de rêve prémonitoire, est-ce que l'inconscient, et que vous avez dit que l'inconscient, en fait, si on l'ignorait, il s'imposait à nous. Donc, est-ce que Ben, l'inconscient, enfin, le rêve peut influencer le conscient? ah, bien sûr, à mon sens, évidemment. Là aussi, il n'y a pas de séparation entre l'inconscient et le conscient. En fait, l'inconscient, c'est une proposition pour avoir plus de conscience, on va dire. Et c'est en cela que le rêve est passionnant. D'accord, d'accord, très bien. Vous voyez, Merci beaucoup. voilà. Bon, j'insiste sur à chaque fois la non-dualité de l'espace psychique. C'est-à-dire, au fond, il y a une unité et une interdépendance entre tous ces espaces, il me semble. D'accord. Oui, parce qu'en fait, après, on fait rentrer aussi, vous avez parlé d'inconscient collectif, donc il y avait des bribes d'inconscient collectif qui venaient, Oui. et en plus de ça, qu'on prenait des images, et donc dans le rêve prémonitoire et dans cette impression de déjà-vu, est-ce que le Mhm. fait de l'avoir rêvé et même de ne pas s'en souvenir en Mhm. réalité Mhm. n'influençait pas notre comportement au quotidien, comme ça peut l'influencer, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais si je rêve que, que je suis amoureux de quelqu'un, même que je connais pas, je vais me réveiller joyeux, ça va m'influencer dans ma vie quotidienne. Et Mhm. c'était juste par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a une influence de nos rêves, même quand on s'en souvient pas. On se réveille de plus ou moins bonne humeur, hein, selon les rêves qu'on s'en souvienne ou pas. Oui, oui, tout à fait, absolument. Et c'est en cela qu'il n'y a pas de séparation, à mon sens. Et d'où le côté passionnant de laisser l'inconscient émerger. Ça peut être aussi dans des rêves éveillés, hein, tout simplement aussi, parce qu'on parle du rêve, mais il y a aussi les rêves éveillés à travers des images, et ces rêves éveillés sont aussi passionnants, hein. Il y a même des méthodes aussi qui nous proposent justement de laisser l'imagination se faire dans des rêves éveillés et qui aussi
vont venir se proposer comme des projections d'inconscient. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, absolument. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Isabelle? Bonsoir Madame Aknim, merci Bonsoir. merci pour votre intervention, c'est passionnant. Vous nous avez expliqué que dans une perspective jungienne, le rêve est vu comme un mécanisme compensatoire, un mécanisme en fait qui vise à une forme d'homéostasie psychique. J'ai bien suivi, ok. Oui, très bien. Alors, il y a une chose à ce moment-là qui me pose question, c'est que fait-on dans une perspective jungienne des rêves qui sont des résurgences traumatiques? Parce que moi, j'ai vraiment une approche très neuropsy. Là, je vais parler sous le contrôle du professeur Nodin. Pour moi, le rêve en forme de résurgence traumatique, les cauchemars post-trauma comme ça, c'est des tentatives de l'hypothalamus de réencoder correctement un événement pour le rendre plus digeste, en gros. Et alors, dans ces cas-là, j'ai un peu du mal. Voilà, j'ai un patient qui me raconte un cauchemar, un bon cauchemar, avec une belle résurgence traumatique très claire, très évidente. Si je me place dans cette perspective jungienne, comment je l'aborde? Où est la compensation? Alors, c'est une tentative de compensation, hein. C'est une tentative, hein. Alors, le rêve donc, d'après Freud, c'est une voie de dégagement. On est d'accord. Donc le traumatisme va se dégager à travers le rêve. On est d'accord. Là où Jung intervient, c'est de dire, OK, il y a eu le traumatisme, et comment l'inconscient tente de compenser ce traumatisme. Et c'est là où il rejoint Freud, hein, quelque part, par cette voie de dégagement. Mais nous, peut-être en tant qu'accompagnants, on va dire en tant que thérapeute, comment accompagner nos patients à aller chercher justement cette compensation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez compenser à partir d'un rêve récurrent? Qu'est-ce que vous auriez envie de compenser? Quelle est votre tendance en termes de compensation? C'est un peu comme les paires d'opposés. C'est-à-dire, où il y a de la peur, on va y mettre de la confiance. Là où il y a effectivement de l'ombre, on va tenter de mettre de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on va tenter de créer une complémentarité pour compenser, par exemple, le trauma, et aider le patient à sortir de son traumatisme, justement, en compensant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place? Vous voyez? Oui, c'est nous le compensateur, en fait, hein, plus que le rêve, finalement. C'est ça, absolument, bien sûr. Ça reste nous. Ça reste profondément individuel, et c'est nous sommes les rêveurs, nous sommes les compensateurs. Voilà. Alors, à ce moment-là, le rêve est un mécanisme d'alerte. Oui, ça peut l'être. Ça pourrait être. Ça pourrait être. Nous demandons de l'aide à nous-mêmes, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Merci. Absolument. Merci à vous. Merci. La remarque que je peux faire là-dessus, c'est qu'il y a peut-être aussi un risque à assimiler le rêve et le cauchemar. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la même chose. Et il y a une ouverture dans nos rêves que le cauchemar bloque par la répétition du non-sens qu'il produit. C'est justement réouvrir les capacités d'imagination au travers du récit des rêves ou des récits que l'on peut faire dans l'hypnose. C'est une ouverture, c'est une compensation au sens où c'est une ouverture, à mon avis. Absolument. Alors peut-être pouvons-nous nous poser la question par rapport au cauchemar, si ça vient d'un traumatisme personnel ou ça vient d'un archétype. C'est là, vous voyez, c'est là où on pourrait élargir notre regard. Bien sûr, parce que en fait, les questions que nous abordons ce soir ne concernent pas des mécanismes explicatifs.
absolument. Et donc, en fait, ça ne concerne pas l'hypothalamus. Le pauvre, il n'a rien à voir dans l'histoire. Et c'est ce qui est le plus difficile à admettre pour, par exemple, les médecins aujourd'hui ou les psychologues inspirés par les théories cognitivo-comportementalistes, c'est que, en fin de compte, en proposant des explications, on bloque l'accès aux rêves. Moi, ce qui me choque dans les nouvelles générations de médecins que je vois former partout en France, c'est qu'il n'y en a plus un seul qui pose la question du rêve à ses patients. Il n'y en a pas un seul qui leur demande s'ils rêvent. Ah oui, c'est C'est même pas intéressant. qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils pensent que c'est pas de leur registre médical parce que c'est de la fantaisie, etc. Et à partir du moment où c'est bloqué comme ça, il n'y a plus la possibilité de soigner en réouvrant l'horizon. Oui, absolument. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on leur apprend. Dans les perspectives très neuropsychologiques. Et donc, il y a vraiment un risque à appliquer une explication au rêve, parce que c'est pas de l'ordre de l'explication, c'est de l'explicitation, c'est de l'interprétation. Les rêves récurrents, ils peuvent s'interpréter 10 fois à chaque récurrence d'une manière différente. Et c'est justement leur intérêt, c'est qu'ils ouvrent quelque chose qui... Et je partage complètement l'idée que la clinique du traumatisme montre qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à les faire répéter, mais il faut juste ouvrir un petit peu et que l'on puisse mettre d'autres histoires là. On est dans la compensation. On est dans la compensation, là, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. Absolument. Merci pour ce. Merci. Hervé, comme j'ai eu, excusez-moi, mais j'ai eu du mal à me brancher à mon ordinateur, donc je suis sur mon portable et, et je vois que ma batterie est faible. Donc, si ça vous embête pas, je vais juste prendre une petite minute pour aller rebrancher reprendre ma prise et revenir avec plus d'énergie encore. Bien sûr. Ça va? Ça ira? Merci. Oui. Merci. Je vois ça le problème. Par contre, quand vous n'avez pas la parole, il faudrait fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Gaëlle? Oui, bonsoir à tous. Ça fait très peu de temps que je commence ma formation, donc j'ai une question qui peut paraître peut-être un peu décalée, mais je me pose toujours la question, lorsque je rêve, de savoir si les personnages qui apparaissent dans le rêve ont une vocation symbolique ou si réellement ils représentent, par exemple, si on rêve de personnes de notre famille, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec les personnes réelles, ou bien il faut se dégager de cela en y voyant simplement une symbolique ou une partie de soi dans les personnes qui apparaissent dans le rêve. Voilà, je voulais savoir pour pouvoir analyser plus concrètement les choses, si vous aviez un avis à ce sujet. Merci. Jean, tu veux répondre? Ton micro? Faut activer ton micro. De mon point de vue, la réponse doit rester floue. Je crois que tout est possible. Je crois que la présence du symbole, oui, elle est évidente, dans les deux perspectives, à la fois freudienne et jungienne. Alors, on va poser ensuite la question à Nicole, mais en tout cas, pour le symbole, oui, oui, ça c'est clair et net. Enfin, je crois qu'on ne peut pas concevoir le rêve autrement que symbolique. Absolument. Je confirme. Je confirme. Et en même temps, si on prend justement
la gestalt thérapie. Dans la gestalt thérapie, les thérapeutes proposent que le rêveur puisse prendre chaque partie du rêve et le raconter. C'est-à-dire raconter le rêve avec chaque partie, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi comme approche. Ça a été un peu la question qui a été posée. Est-ce que chaque partie de mon rêve, est-ce que m'appartient, en fait, quelque part? Je crois vraiment que oui. Gaël, ça répond à votre question? Oui, oui, je vous remercie. Oui, oui, ça y répond. Merci. C'est une analyse vraiment personnelle, en fait. Il faut décortiquer soi-même et puis essayer de voir ce qu'il y a en dessous. D'accord. Très bien. Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir. Stéphanie? Oui, bonsoir. Moi aussi, je commence la formation il y a peu de temps, donc c'est un peu compliqué tout ça. Mais donc, Monsieur Madès, c'est court. Moi, j'ai retenu que le rêve, donc, c'était une voie d'allègement, donc de mes pulsions refoulées. Et du coup, le rêve était un peu donc masqué, maquillé pour que est-ce que je le comprends, est-ce que je le comprends pas. Et du coup, par rapport au cauchemar, on nous a dit que c'était un rêve qui était raté. Donc il est pas maquillé, il est plutôt effrayant. Est-ce que ça veut dire que c'est un rêve que j'ai pas voulu comprendre et que finalement mon inconscient, comme vous dites, me rattrape systématiquement jusqu'à ce que je comprenne? Est-ce que Jean, vous voulez répondre ou est-ce que vous voulez que je réponde? Oh, je préfère que vous répondiez. D'accord. Alors, mon hypothèse, parce que ce ne sont que des hypothèses, hein, vous imaginez bien. Mon hypothèse, si on reste freudien, effectivement, le rêve étant une voie de dégagement, c'est le dégagement de pulsions qui peuvent être effrayantes et donc qui peuvent être aussi sous forme de cauchemar. D'accord? Donc, ça n'est, à mon sens, pas raté. Au contraire, c'est une voie de dégagement plutôt réussie. Mais comme on le disait tout à l'heure, justement, l'autre hypothèse pourrait être que nous captons des images d'un inconscient collectif que nous avons quelque part intégrées et qui vont de nouveau se projeter dans le rêve. Et dans l'inconscient collectif, par rapport aux archétypes, il y a des archétypes extrêmement effrayants, ou des archétypes plutôt sympathiques, on va dire. Et voilà, alors donc le cauchemar, on pourrait émettre l'hypothèse que soit ça vient d'une pulsion, si on reste freudien, soit ça peut venir d'un archétype que l'on aurait au niveau inconscient collectif capté au-delà même de notre conscience. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Stéphanie? Oui, plus ou moins, parce que cette histoire d'inconscient collectif, en fait, les cauchemars, c'est toujours quand même en rapport, je trouve, avec, je vais parler pour moi, avec mon histoire. Et du coup, c'est toujours, je dirais, assez violent. Et je pense que ça n'a rien à voir avec l'inconscient collectif. Et donc, quelque part, si c'est récurrent, c'est que j'imagine que je dois, comment dire, y rentrer ou y faire face ou comprendre. Et il n'y a que moi qui peux comprendre ça. Et vraiment que vous. Mais est-ce si, que je l'interprète mal, du coup, est-ce que je peux mal l'interpréter? alors, je ne sais pas s'il y a du mal ou du bien, hein, mais je pense c'est votre façon à vous d'interpréter qui va évoluer hein, avec, au fur et à mesure de votre thérapie, j'imagine. Elle va évoluer, votre façon de penser, hein, c'est évident. Et en même temps, si on prend l'hypothèse que à notre naissance, on arrive avec notre histoire, mais qu'on vient aussi avec l'histoire transgénérationnelle et qu'on vient aussi avec l'histoire de l'humanité, c'est là où on rejoint l'inconscient collectif.
voilà, quid de tout ça? Voilà, c'est juste une façon d'ouvrir peut-être des possibilités pour interpréter vos rêves de manière différente. D'accord, merci. J'aurais envie d'ajouter peut-être, ou en tout cas de faire un commentaire, une incidente. Oui. C'est que, au fond, quand même, ce qui caractérise le rêve, c'est qu'il est plein de sens, concomitant, et en même temps, ce côté plurisémantique, très lié au fait que le temps n'existe pas, mais très lié au fait que, après tout, peuvent se superposer de nombreux sens, aussi bien archétypiques que personnels au sens de l'histoire de la biographie de l'ego, quoi, par exemple, mais qu'au fond, il y a à chaque fois quelque chose de la dimension qui rapporte le rêve au lien du corps et de l'espace, par exemple, bien au lien du corps et de l'unité, ou bien à des choses qui sont non égoïques et qui ont été déjà très probablement partagées et dans l'actualité et en même temps dans le passé avec les générations qui nous ont précédés. Et j'imagine que le rêve est à chaque fois une recombinaison de tout ça. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Et que très probablement aussi, en fonction de la tendance théorique de l'académie du thérapeute, les rêves peuvent être interprétés différemment. Mais je pense que pas un thérapeute chevronné propose des interprétations du rêve autres que symboliques. Et c'est très lié. Je vous observe tous parler dans le même temps où vous parlez. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, très souvent, vous parlez avec les mains. Et je trouve que c'est un critère euh, euh, des capacités thérapeutiques du thérapeute de pouvoir accompagner ses paroles avec les mains. Parce qu'en fait, ces mains, la plupart du temps, elles rassemblent. Lorsqu'elles parlent de synthèse, etc., on sent que chacun fait un effort pour mettre un petit peu de sens à la place du chaos, ou d'aller vers une harmonie, d'aller vers... Et c'est ce qui se passe dans le rêve. Ce qui fait qu'un rêve, par exemple, si on rêve d'un chien, que ce soit interprété par un analyste typiquement freudien comme la castration, et que ce soit interprété par quelqu'un de plus jungien comme quelque chose qui renvoie à un archétype d'être dévoré, par exemple. Si on est très pragmatique et cognitivo-comportementaliste, ben, on finira par dire ben quoi, c'est un chien et c'est tout. Exactement. Et la vérité, c'est que c'est tout ça à la fois. C'est tout à la fois. Et que ça dépend du récit que le patient lui-même fait. Et en fait, à chaque fois, le récit fait que même si le rêve est identique, le récit est à chaque fois différent. Oui, et ce que j'aime beaucoup dans votre propos, Jean, c'est effectivement que vous parlez en même temps du non-verbal avec, avec la gestuelle, hein, et donc effectivement le langage du corps, et donc toute cette communication non-verbale qui passe entre les patients et les thérapeutes. Et ça, c'est une responsabilité par rapport aux thérapeutes, justement, de bien connaître son inconscient, parce que les inconscients communicants, eh bien, il se passe beaucoup de choses dans le non-verbal, hein, évidemment. Et que aussi de donner du sens au rêve, pour moi, c'est donner vraiment du mouvement à la conscience. Oui. Et c'est ce mouvement qui est passionnant, il me semble.
c'est vraiment passionnant parce que tout est mouvement, parce que l'univers est en mouvement et que lorsqu'on arrête le mouvement, je pense que on est en décalage total avec la vie. Et la vie est mouvement. Donc voilà, merci. Merci de votre propos. Corinne? Merci, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Très bien. Bonsoir. J'ai une question sur le sujet du temps dans le rêve, parce que je fais des rêves gigognes. C'est-à-dire que il se passe une chose, agréable ou désagréable. Je rêve que je me réveille. Ce réveil fait que je vais procéder à un certain nombre de tâches ou d'actions, ou que je vais subir un certain nombre de choses. Et ensuite, je me réveille réellement et j'ai le souvenir de cette cascade. Et donc, je me dis que il y a bien une espèce de déroulement temporel dans cette cascade. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors moi, j'ai envie de vous renvoyer la question. C'est-à-dire que quel est le ton que vous mettez dans ce côté gigogne, Eh comme ben, en vous fait, dites? j'en suis juste embarrassée parce que je sais ce qu'est un rêve, je sais ce qu'est un cauchemar, et je ne sais pas ce qu'est ce phénomène où mon faux réveil interrompt le rêve, en déclenche un nouveau qui s'arrête à mon vrai réveil. Et je n'en pense rien, sauf que ça me met mal à l'aise. D'accord. Ok. Et quel est le lien que vous faites entre ces différents tranches de rêve? Ah bah, ça dépend tout de ce qui se passe, mais euh, enfin, je posais la question parce que je pensais que tout le monde faisait des rêves gigognes, mais je voulais pas vous poser une colle. Non, 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 parce que vous savez, il y a certaines personnes qui pensent en escalier, hein, comme on dit. Donc, ce qui est aussi une forme de pensée tout à fait intéressante, hein. C'est une forme de pensée en escalier, hein. Donc, il y a plusieurs étages, on va dire, plusieurs étages. Euh, voilà, peut-être Jean, vous avez une hypothèse? Ou Hervé? Pas spécialement. C'est le fait que la conscience onirique et la conscience de la réalité euh, sont deux modalités de la conscience qui, en un certain sens, croient qu'elles s'excluent et en un autre sens se combinent certainement pour fabriquer du perçu. Et ce n'est pas qu'un processus temporel, c'est aussi un processus spatial qui est constitutif du moment présent. Et dans les rêves gigognes que vous décrivez, il y a un moment où euh, ce qui est problématique, c'est qu'apparaît la conscience de réalité et qu'elle semble devenir contradictoire. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je l'entends. Et euh, c'est un peu la même chose que dans l'expérience du déjà vu dont on parlait tout à l'heure, ou dans l'histoire du rêve prémonitoire. C'est un peu le même problème, c'est que il y a à la fois quelque chose d'antérograde dans la production du sens et de rétrograde dans la production du sens, ce qui fait que ça se passe toujours en même temps. C'est ça qui fait la circularité du temps. Enfin, et ces rêves, moi, me semblent un peu exemplaires je dis ça un petit peu en connaissance de cause, ça m'est arrivé de rêver comme ça. Et à dire vrai, euh, c'est la conscience de l'étrangeté. Et il reste que ça le matin, enfin au réveil, la conscience de l'étrangeté. Qu'il faut, à mon avis, respecter, qu'il ne faut pas chercher à D'accord, en elle-même. Tant mieux si d'accord, donc c'est plus spatial que temporel et c'est une conscience de l'étrangeté.
C'est plus spatial que temporel. Ça, c'est vous qui l'avez dit en les appelant des rêves. Merci beaucoup. Vous voyez comme vous aviez déjà la réponse avant de poser la question. Lisa? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, en fait, moi déjà, je suis perdue entre Madame Aknin aujourd'hui et Monsieur Madé, parce que je ne sais plus si je dois, ce que je dois penser de mes cauchemars. Euh, donc, est-ce qu'ils sont ratés ou ils sont réussis? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais, c'est lié à quelque chose que je sais, ils sont assez récurrents sur un lieu toujours identique. Là, c'est ma première question. Là aussi, par rapport à, vous avez dit tout à l'heure, le temps que dure un rêve. Alors, par expérience, en 5 minutes, mon réveil sonne à 6 heures, je me rendors, il ressonne à 6h05. J'ai pris l'avion, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai vécu plein d'aventures, plein de choses. Donc c'est en 5 minutes, il peut se passer vraiment énormément de choses et je voulais savoir aussi, alors qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui fait beaucoup de rêves et qui s'en souvient? Donc oui, je me réveille, je me souviens de tous mes rêves et si je dois tous et savoir aussi est-ce qu'ils ont tous un sens? Parce que si je dois tous les analyser, il me manquerait 12 heures. Donc 12 heures pour, la journée, 12 heures de nuit et 12 heures pour analyser mes rêves. Donc alors, je vous laisse débrouiller tous les 3 avec tout ça. Bon, déjà, je voudrais vraiment, je suis désolée par rapport à votre trouble entre ce qu'apporte effectivement Hervé et ce que j'ai pu vous apporter, mais je pense que c'est complémentaire là aussi, hein. Il me semble qu'il n'y a pas de dualité. Et puis, ben, moi, il me semble que ce sont les rêves les plus importants, c'est-à-dire les rêves qui vous parlent le plus et qui sont vraiment le reflet d'une proposition d'évolution et de meilleure connaissance de vous qui sont à analyser. Ça peut être un discernement. Alors je vous dis, autant les cauchemars, je peux comprendre, mais alors il y a des rêves, bon ça va faire, rire monsieur Madé que je lui ai raconté et j'ai rêvé que j'ai eu une relation sexuelle avec mon père. Alors, Ah, heu, alors c'est qu'il y a pas que mon père, c'est qu'ensuite j'ai eu avec mon oncle, j'ai eu Sarkozy. Donc, alors autant Sarkozy, et j'ai pris du plaisir avec les 3. Alors autant, Sarkozy, bon, je me suis réveillée le matin, je me suis dit: «Oh là, mais c'est bizarre quand même, c'est vraiment pas mon style». Mais alors, mon père et mon oncle, oui, encore, je suis encore traumatisée rien que d'en reparler. Donc, alors, on me dit: il y a une explication, mais je n'arrive pas à trouver d'explication à ça. L'explication freudienne là-dessus, c'est que, au premier abord, on pourrait penser que c'est euh, que c'est une thématique qui est totalement refoulée. Et elle l'est. Et elle est tellement refoulée, tellement inacceptable pour la personne, que finalement, elle n'a pas besoin d'être censurée. Et donc, elle peut apparaître dans le rêve. Euh, la personne, pour autant, n'y croira pas. Euh, L'autre explication, plus, plus sociétale, c'est que l'interdit de l'inceste est tellement fondateur qu'il est nécessaire qu'il reste présent à la conscience des individus. je suis tout à fait d'accord. Et peut-être pour ajouter simplement, en libérant la culpabilité qui est derrière, parce que vous disiez que vous étiez très mal avec ces rêves-là. Donc mon hypothèse, c'est qu'il y a une culpabilité, qu'on appelle la culpabilité oedipienne, hein, très classique, voilà, à libérer aussi. C'est un rêve. Alors,
Si on est très freudien, on va dire effectivement d'un inceste, d'un interdit, hein, très oedipien. Et donc cette culpabilité, elle tente aussi de se libérer par le rêve. Mais et si on est jungien et qu'on élargit un maximum, c'est est-ce que évidemment c'est une hypothèse, est-ce que ça ne serait pas comme l'animus en nous, hein, la fonction du Père, mais du Père universel, hein, en nous. Voilà. C'est là où effectivement il n'y a que vous qui pouvez faire le tri de tout ça et ce qui vous parle le plus. Justement, il n'y a rien qui me parle. Il est Et là, la culpabilité vous parle pas? la culpabilité par rapport à mon père, mais en fait, j'ai beau essayer d'étudier la question, mais je n'ai pas de culpabilité vis-à-vis de mon père, ni... Bah, tant mieux. Et qu'est-ce qui vous rend mal alors? Déjà, se réveiller et se dire, tiens, j'ai fait telle chose avec mon père, c'est inconcevable. Et la culpabilité, oui, je vous dis, donc avec mon père, il n'y a vraiment aucune culpabilité. C'est plutôt lui qui devrait avoir de la culpabilité, enfin bref, mais il y a rien Alors, d'insidieux, il n'y a rien de... Voilà, absolument, il y a rien de tout ça. Et après, et quand bien même par rapport à Sarkozy, qu'est-ce que ça peut expliquer, ce genre de est-ce rêve? qu'il est-ce qu'il a une, parce que c'était quand même le président, donc il a peut-être une image un peu paternelle. Il pourrait avoir une image un peu paternelle quand même. C'était quand même le père de la nation pendant un moment, symboliquement, bien sûr, symboliquement. Peut-être un peu fancy. Si ça devait être, excusez-moi, si ça devait être symbolique pour moi, j'aurais plus rêvé de Chirac, parce que pour moi, c'est Chirac qui était plus à mon goût. Non, mais là c'est plus symbolique, là, c'est fantasmatique, là. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais le côté charismatique, le côté président dans toute sa splendeur. Excusez-moi, professeur. J'ai envie d'ajouter, Ah, ouais, ouais, Jean. Qui vous a dit que c'était de relations sexuelles qu'il s'agissait Ah bah, c'est elle. dans un tel rêve? Ah, mais oui, c'était mon rêve. C'est le rêve que j'ai fait. Oui, mais c'est peut-être déjà une interprétation très explicative, très réductrice, de penser que vous avez rêvé d'une relation sexuelle. Ouais. Ce que j'entends, par exemple, dans ce que dit Madame Acnin, c'est qu'il s'agit peut-être d'autre chose, d'une fonction paternelle, ou peut-être encore d'autre chose, ou peut-être d'un cadre symbolique, ou peut-être de... En fait, c'est un peu comme ce que font certains rêves, parfois, c'est qu'ils nous mettent sous les yeux quelque chose pour qu'on ne voit pas ce qui est en deçà, et qui est justement plus proche de notre subjectivité. C'est tellement trop parlant qu'il s'agit d'autre chose. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que Je je suis d'accord. tentais d'élargir. Ouais. En fait, on a tendance à oublier que toute image est symbolique, Ouais. sans exception, dans le rêve. Absolument, absolument. Imaginons par exemple que ce soit une toile d'un peintre contemporain qui représente Sarkozy avec une dame, etc. Ou avec Cécilia. Vous voyez. Dans la même action, on peut imaginer que cette toile contemporaine ne serait pas une toile érotique en tant que telle. Pas simplement, mais quelque chose qui pourrait, par exemple, poser la question du pouvoir. Et ce rêve vous montre quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc, je n'aurai jamais de pouvoir.
Vous avez votre puissance, mais c'est pas du pouvoir. Non, mais il date déjà de quelques années, donc j'ai repris le pouvoir par la suite, c'est bon. C'est votre puissance alors, oui. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour vos questions. Jennifer? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis hypnothérapeute. J'ai découvert Jung dans ma formation d'hypnose. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'ils sont complémentaires tous les deux. Jung m'a même réconcilié avec Freud, en fait, parce qu'il y a Oui. il y a quelques années, j'étais dans une université de psychologie où ils étaient purement freudiens et où on n'avait que Freud à longueur de journée. Donc, c'est pas qu'ils m'ont dégoûté de Freud, mais bon, j'en avais un peu beaucoup. Donc, Jung m'a vraiment réconcilié avec Freud. Et en hypnose, je sais qu'on a une vision avec Jung où il y a l'hypnose humaniste en fait qui a été créée et où on va utiliser en fait un peu le système des symboles, des contes pour ramener le patient euh, en ouverture de conscience, puisqu'on utilise une ouverture de conscience pour le mettre en état d'hypnose. Et la question que je me posais, c'est que je vois pas vraiment de différence entre Jung et Freud. La seule chose que je vois de différence entre eux, c'est sur la religion, mais je me trompe peut-être. Et la question que je me posais sur les rêves par rapport à Jung et Freud, c'est simplement qu'ils ont une méthode d'interprétation différente, mais je me trompe encore peut-être, je ne sais pas. Non, non, non. Et là où je me pose la question, c'est de savoir si, s'il faut noter ses rêves. Enfin, moi, je sais que je rêve beaucoup et que si je note pas, je les oublie assez rapidement. Euh, mais je remarque aussi que dans certains contextes, je fais toujours le même rêve. Et je sais que mon père faisait la même chose, en fait. Et quand je suis malade, je sais que je fais tout le temps le même rêve. Et mon père faisait ça aussi. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de commun entre lui et moi sur le fait que quand nous sommes malades, donc peut-être vulnérables, on fait le même rêve. D'accord. Bon, alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Merci du partage déjà. Alors, vous avez parlé de la religion, de Jung, par rapport, bon, Freud, normalement, enfin, disait qu'il était athée, hein, que la religion, c'était l'opium du peuple, hein, quand même. Donc, là, voilà. Et puis, Jung a quand même remis en question la religion protestante, parce que son père était pasteur protestant. Il a quand même beaucoup remis en question cette religion-là et a été vers un élargissement plus spirituel, beaucoup moins religieux, mais plus spirituel, plus universel. Donc, enfin ce qui va aussi différencier Freud et Jung. Mais bon, voilà, je reviens à dire qu'ils sont complémentaires, hein, toujours. Et par rapport à votre question de savoir, effectivement, par rapport au rêve répétitif, c'est ça, au rêve répétitif comme votre père, c'est ça? Hein? Oui. J'ai bien compris. Il me semble que, alors, si on est des Jungiens, eh bien, on va parler d'une fidélité à votre père, quelque part une loyauté, c'est-à-dire, ah, mais je fais comme mon père quand il a été malade, bah, je suis loyale quelque part, j'ai un lien avec lui. Et que dans le processus d'individuation, peut-être, hein, c'est vraiment une possibilité, dans le processus d'individuation, c'est de dire, ben, mon père avait ces rêves-là, mais moi, je pourrais ne pas les avoir. Et ça ne va rien changer à notre relation, ça va être toujours une relation d'amour et pas de loyauté. Mais voilà, c'est une hypothèse, ça fait partie d'une hypothèse d'individuation. Donc une tentative peut-être dans ces rêves répétitifs de vous dire, ben, est-ce que tu veux quand même continuer à faire comme ton père? Voilà.
Merci. Avec plaisir. Alicia, enfin? Oui, ah bah oui, j'ai mis le temps. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai une Bonsoir. question qui va plutôt, comment dire, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur le fait, entre Jung par exemple et Freud et d'autres, hein, que dans le rêve, les éléments qui cherchent à se décharger, la tension pulsionnelle qui cherche à s'évacuer, va sortir de toute façon systématiquement déguisée. Est-ce que Jung voyait aussi les choses de cette façon, dans le sens où si la représentation, le symbolisme qui s'évacue ne sort pas déguisé, il pourrait être contre-attaqué par le surmoi, il pourrait rester non évacué, non? Oui, il pourrait. Oui, c'est là où effectivement Freud prend sa place, on va dire. Hein. Et donc, là, avec une vision plutôt freudienne, effectivement, bah, le rêve avec le surmoi va être déguisé, il ne va pas apparaître purement dans la pulsion, on va dire. Hein. Jung le voyait aussi en fait comme une tentative de discerner le moi du soi. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça, c'est le moi qui s'exprime. Hein, encore une fois, au niveau sémantique, hein, il y a l'ego qu'on va plutôt donner à Freud, et la similitude, ça va être plutôt le moi. Et donc, c'est le moi qui s'exprime. Et si je prends un peu de distance, d'une vision un peu plus haute, j'ai envie de dire, comment je regarderais mon rêve et comment je pourrais le compléter. Vous voyez? Comment je pourrais compléter mon rêve. C'est là où, effectivement, il y a ce discernement entre, d'après Jung, qui nous sommes vraiment et la constitution du moi. Merci. Et dernière question, Sonia. Bonsoir. Alors, Bonsoir, Sonia. bonsoir. Ma question est relative à ma formation que j'ai faite cette année en art-thérapie à l'EFPP, qui a été passionnante. Et j'aimerais savoir si l'étude d'un rêve auprès d'un patient peut être la base d'un travail en art-thérapie. Utiliser un rêve comme cheminement, comme médium. Ou alors cela est-il dangereux de rentrer dans cette brèche qui est une projection, une symbolisation, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est dangereux de rentrer par cette voie-là ou non? Moi, je ne pense pas que ce soit dangereux. Je pense qu'il y a une différence entre la sublimation, c'est-à-dire comment le rêve peut être sublimatoire, c'est-à-dire qu'on va sublimer effectivement toutes nos pulsions à travers l'art, à travers le dessin, à travers la peinture. Il y a une fonction sublimatoire. Et ce qui est encore différencie Freud de Jung, c'est Freud disait la sublimation, c'est la voie de guérison quelque part, alors que Jung dit la sublimation reste une voie de dégagement, mais la vraie création, elle vient de qui on est vraiment. C'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre une touche singulière dans ce qui s'est exprimé dans le rêve et que je pourrais dessiner ou que je pourrais peindre à travers l'art. Donc, ça serait intéressant de continuer ce rêve, en fait. Moi, je pense que oui. En proposition d'atelier, de proposer pas de l'étudier, ce rêve, mais de le continuer. Compris. Voilà. Ok. En tous les cas, c'est une option, en tous les cas, il me semble. Merci beaucoup, c'est intéressant. Avec Merci. plaisir. Avec plaisir. Très bien. Ben, merci à tous. Merci Nicole, infiniment. Avec Merci plaisir. Jean. Et merci à tous pour votre présence, vos contributions. Ça a été un moment très riche. Merci beaucoup. Donc, merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci Hervé. Bonne soirée. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.